faut vraiment s'entourer et apprendre d'autres qui ont eu les mêmes problèmes que vous quelques années avant. Bonjour, je m'appelle Antoine Hubert, je suis président et cofondateur d'Insect, une entreprise en France qui élève et transforme des insectes pour nourrir des animaux et les plantes. Je suis devenu ingénieur agronome après mes études en classe prépa bio et puis avant en lycée option biologie, parce que j'ai toujours été passionné par tout ce qui est nature, environnement. J'ai grandi dans les Alpes, en Savoie, donc toujours dans les montagnes l'été, beaucoup proche des insectes déjà, une passion pour les papillons. Et ça a toujours été une évidence de vouloir travailler avec l'environnement, les animaux, les plantes et arriver comme ça dans mes études à l'agronomie, l'agriculture, en fait la relation de l'homme avec son environnement et ce qui est arrivé à mon métier d'ingénieur agronome. Alors, au début de ma carrière, j'ai commencé par faire un premier stage en Martinique pour travailler sur les relations, les problèmes dans l'agriculture, sur la pollution des sols. Vraiment, c'était ça une spécialité, comment les impacts de l'agriculture sur le sol. On regarde peu et dans le sol, il y a beaucoup de petites bêtes, des vers de terre, des insectes, etc. Et comment on fait en sorte de moins les perturber. Et quand on les perturbe moins, ça développe mieux les plantes, la fertilisation. Et j'ai fait ça après en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, après un deuxième master à Paris. Et c'est là que j'ai découvert l'utilisation des vers de terre pour recycler les déchets organiques. On pouvait les utiliser, les sortir de la terre, les mettre dans des petites boîtes, entre guillemets, et faire ça en ville. Et faire du compost en ville et pas mettre ces poubelles dans une poubelle, les envoyer à un incinérateur, juste brûler ça et gaspiller de la matière qui a de la valeur. Parce qu'un ver de terre qui mange des déchets alimentaires, ça fait du compost et ça, c'est vraiment une grande valeur pour retourner au sol, renourrir des plantes sans reconsommer des engrais chimiques. En fait, ce travail, une rentrée de Nouvelle-Zélande où j'avais travaillé sur les vers de terre. En France, je suis devenu consultant en environnement dans le conseil, qui s'appelle Altran. Je travaille dans l'industrie, à bien mesurer l'impact environnemental de ces industries. Et en parallèle, j'ai créé une association environnementale qui allait dans les écoles, qui s'appelait Wargamic, et qui sensibilisait les jeunes et les moins jeunes au cycle alimentaire et reconnecter, on va dire, l'origine et le devenir de notre assiette. Réduire le gaspillage alimentaire, consommer de saison, faire de l'agriculture urbaine, voilà tout ça pour montrer qu'en ville on pouvait faire des choses. On a travaillé donc sur les vers de terre et de fil en aiguille on est tombé sur les insectes qui commençaient à être étudiés en Asie comme production. On pouvait les élever là-bas pour aussi les manger directement en recyclant quelques déchets aussi alimentaires, déchets de table. On a intégré cette réflexion dans notre association dès 2009-2010. Et au fil en aiguille, avec une des personnes avec qui j'ai créé l'association, Alexis Angot, il avait des amis proches de lui, dont Fabrice et Jean-Gabriel. Et ensemble, à un moment, au fil de discussion, on a lancé Insect, en dehors de ce projet qui n'était plus juste un projet éducatif pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'utilisation des vers de terre, des insectes dans le cycle alimentaire, mais c'est même produire des insectes pour répondre aux grands enjeux de demain, que nourrir les animaux, les plantes et les hommes de manière plus durable. Donc ça s'est fait d'un projet associatif, vraiment une vocation mais un militantisme. Voilà. On était affilié à France Nature Environnement, la plus grande fédération environnementale en France. Et fil en aiguille, ce projet environnemental, écologique et militant est devenu un projet d'entreprise. Là, les conseils, il y a toujours moyen de faire peut-être mieux que ce qu'on a pu faire. On a, malgré tous les réseaux qui se créent, qui existent encore plus aujourd'hui qu'hier, quand on s'est lancé au début 2011-2012, on a peut-être loupé quelques aides au début, quelques subventions, sachant moins finalement la possibilité de leur existence pour nous permettre de finalement faire plus de choses avant d'avoir une première levée de fonds. Ça aurait facilité sûrement la vie. Le conseil, le plus dur, in fine, c'est gérer les talents, gérer les personnes, le travail de management. C'est quelque chose sur lequel on est très peu formé. Et en école, même si on a l'habitude de travailler en groupe, travailler avec le leadership, quand on devient président, directeur général, patron dans une entreprise comme ça qui grandit vite, avec beaucoup de personnes qui rejoignent rapidement l'entreprise, qui passent de 10 personnes, 50, 100, j'en ai presque 150. Quand je vois des collègues qui ont le même âge que nous, des confrères comme Doctolib ou Dataiku, on a été dans le même incubateur et ils sont aujourd'hui plusieurs milliers de personnes même. Enfin, voilà, c'est apprendre à manager, à encadrer les équipes, c'est sûrement la chose la plus compliquée, laquelle on est le moins formé. Et je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, à part juste écouter, apprendre d'autres gens qui l'ont fait. Il y a des conseils, du coaching qui se fait, mais surtout échanger avec d'autres CEO, d'autres fondateurs qui ont quelques années d'avance avant vous.
En France, il y a ce qu'on appelle le galion, par exemple, qui permet d'échanger comme ça entre pairs, mais il y a plein de réseaux informels. Il faut vraiment s'entourer et apprendre d'autres qui ont eu les mêmes problèmes que vous quelques années avant. Dans notre analyse, on a commencé à vouloir aller sur l'alimentation humaine. On s'est très vite confronté à un problème d'acceptation en Europe. Il est difficile de vouloir faire manger des insectes à une population qui a oublié, qui en a consommé dans le passé, mais qui l'a oublié. Même si elle consomme en France des escargots, des grenouilles, etc., les insectes on a oublié. Donc, alors que sur l'alimentation animale ou sur les engrais, on a des besoins énormes. L'Europe est extrêmement dépendante en protéines. Elle importe plus de protéines que d'énergie pour ses besoins en fait, de croissance, qui viennent surtout d'Amérique du Sud, du soja, des petits poissons qu'on pêche en Amérique du Sud pour nourrir les animaux européens. Et en fait, non, il y a juste un déficit de protéines, et pas particulièrement en Europe, mais dans le monde entier. Et les insectes, c'est juste la base de la chaîne alimentaire pour la plupart des animaux. Un poisson, la moitié de son régime alimentaire, voire plus, c'est des insectes dans la nature. Pour des oiseaux sauvages comme les faisans, les perdrix, les cousins des poules et des poulets qu'on consomme, c'est pareil, c'est énormément d'insectes, ça peut être même que des insectes pendant les premières semaines de leur vie. Et juste aujourd'hui, il y a 0 insecte dans l'alimentation de ces animaux. Enfin, c'était le cas il y a 2-3 ans, ça commence à être le cas avec notre travail et ceux de nos confrères en Europe. C'est tout récent, mais c'est juste pour donner un peu plus de naturalité. C'est des produits très durables, parce qu'on a des bilans de carbone extrêmement bons en termes d'efficacité de croissance des insectes, est-ce qu'ils mangent par rapport à d'autres animaux. Et enfin, nutritionnellement, c'est très bon. On a les animaux finalement grandissent même mieux, en meilleure santé. Donc on a vraiment des effets très positifs. Donc durables, sains et qui rebouclent aussi une chaîne alimentaire et qui surtout amène un produit qui a aucune problématique sanitaire, qui était la problématique de l'Europe, à savoir est-ce que je peux autoriser ces produits-là, et ils l'ont fait. Donc voilà, c'est une évidence in fine. C'est ce qui se passe dans la nature, et après c'est compliqué de le faire en vrai dans nos chaînes alimentaires, mais on a réussi avec nos confrères, pas tout seul, c'est tout un écosystème qui s'est créé. Alors c'est déjà le cas, on a des confrères qui le font. Pour l'alimentation humaine en Europe, on a déjà des confrères qui font ça. Donc il y a une association que je préside qui s'appelle l'IPIF au niveau de Bruxelles et qui regroupe maintenant 66 membres. On va dire un bon tiers est dédié à l'alimentation humaine, qui développe des produits apéritifs, des produits énergétiques pour les sportifs, des produits pour les personnes âgées. Donc ça commence à se développer depuis quelques années. Il faut passer quelques caps réglementaires encore, ça s'appelle du novel food, mais c'est bien avancé. On espère que des produits seront autorisés officiellement l'année prochaine en Europe pour l'utilisation en alimentation humaine. C'est une question très difficile. Je pense que, n'étant pas trop impliqué dans le sujet, mais en voyant mes confrères, ils sont vraiment spécialisés, je pense, dans des niches. L'alimentation des sportifs, des personnes âgées, les apéritifs pour les jeunes, urbains. Donc c'est en fait bien identifier il faut bien identifier les types de populations qui pourraient être intéressées. C'est faire beaucoup d'études, rencontrer des personnes, les interroger sur leur désir alimentaire, est-ce qu'ils seraient prêts à faire des sauts, pourquoi ils le feraient, est-ce que c'est sur les questions nutritionnelles, environnementales, éthiques, etc. Donc voir quelles sont leur appétence à des nouveaux produits et être capable de proposer aussi. Ça peut être juste une question de formulation, de mise en forme, même de packaging parfois. C'est un tout en fait, un produit, ce qu'on consomme, c'est son goût, son aspect, comment il est enrobé et l'histoire qu'on raconte. Donc tout ça, c'est les entreprises qui doivent le proposer, toute cette histoire-là et tout ce processus-là, tout en garantissant une sécurité sanitaire vraiment parfaite. Et ça se développe, il y a 10 ans, c'était anecdotique. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus sérieux et ça ne fera qu'évoluer. Est-ce que demain, on mangera vraiment des steaks ou des insectes? C'est autre chose, mais en tout cas, sur un certain nombre de niches spécifiques, plus petites, mais qui présentent des bons marchés, ça permettra de commencer à faire émerger l'idée d'insectes dans l'alimentation des Européens. Alors la culture d'insectes, on va dire, ça ressemble un peu à celle des champignons. C'est souvent élevé dans des bacs où on apporte de la nourriture. En fait, vous avez un insecte, c'est tout petit, on ne va pas l'élever un par un comme un bœuf ou un cochon. Donc c'est élevé dans des bacs comme on fait dans l'élevage de vers à soie depuis des siècles. Et dans ces bacs, on leur amène de la nourriture, des déchets agricoles, des déchets agroalimentaires.
comme en Asie sur le verre à soie, on leur donne des feuilles de mûrier. Et ces bacs, généralement, on les superpose, donc comme une champignonnière dans une cave. Vous avez plusieurs bacs qui est empilés dans une pièce finalement qui est climatisée, une cave, température, humidité. Nous, c'est pareil, c'est une sorte d'une serre, plutôt pas sous terre, mais en extérieur. Certains confrères sont sous forme de serre réelle, c'est vraiment des serres agricoles, et d'autres sont des formes de serre, on va dire fermées, opaques, comme ce qu'on fait aussi. Donc, ce sont des fermes verticales. Donc, on a voilà, c'est la production, cette culture-là, la production d'œufs qui vont donner des petites larves, qui vont grandir, qui vont être transformées pour en faire des produits riches en protéines. Et tout au long de leur cycle de vie, on va récolter leurs déjections, qui sont des engrais organiques très riches aussi pour nourrir les plantes et boucler le cycle, justement. Donc on nourrit des animaux et les sous-produits vont renourrir des plantes qui vont faire des déchets agricoles, qui ne vont pas nourrir nos insectes, nos animaux, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des avantages, enfin, c'est des vraies différences, business B2B et B2C. B2C, c'est surtout un nombre de clients très important, mais vous pouvez faire très vite du chiffre d'affaires avec quelques personnes, dizaines de personnes, centaines de personnes sur les plateformes, et des milliers, des dizaines de milliers. Vous pouvez avoir une augmentation comme ça rapide de votre chiffre d'affaires et tester très vite une idée, un concept, orienter votre plateforme et l'offre de service que vous avez aussi rapidement, vous avez les échos très rapides, c'est assez immédiat. Dans le B2B, nous dans le domaine aussi agroalimentaire, c'est des très gros clients. Aujourd'hui, on a plus de 100 millions de contrats signés, c'est un peu plus de 10 clients seulement. Parce que c'est des métiers où ils achètent beaucoup de volume, c'est des gens qui produisent beaucoup, qui sont mondialisés généralement. Et donc convaincre un client, ça peut prendre des années. En plus, dans l'agroalimentaire, enfin du champ à l'assiette, c'est un milieu très conservateur parce qu'on ne change pas comme ça ce qu'on mange du jour au lendemain, notamment pour les aspects sanitaires, de contrôle sanitaire, de sécurité sanitaire. Donc il y a X répétitions d'études, d'essais pour vérifier que les animaux grandissent en bonne santé, les plantes grandissent en bonne santé avec les ingrédients qu'on leur donne, qu'elles n'ont pas de problème sanitaire, mais aussi qu'elles aiment bien le produit, qu'elles grandissent bien, qu'elles ont des bons. In fine, le poisson reste le même qualitativement, la même composition, et voire même, est-ce qu'il n'est pas même un peu mieux, comme ce qu'on a prouvé, ils grandissent même plus vite en mangeant moins, en meilleure santé, avec moins de mortalité. Donc tout ça, c'est des essais de plusieurs années pour convaincre. Donc c'est des temps de cycle très longs. Alors, on n'est pas sur quelques mois, on est sur plusieurs années. Et donc ça met du temps, mais après chaque client peut apporter plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'un coup. Donc voilà, on est sur des gros paliers. Il y a des capacités de production qu'on construit aussi, il faut construire ces fermes verticales, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Dans le B2C, ça peut être très vite, on teste une idée et très vite on peut avoir des croissances, etc. Et après, il faut se déployer à l'international, mais chaque client rapporte un peu, mais on voit très vite beaucoup de clients, alors que nous, c'est très peu de clients, beaucoup de temps pour les qualifier, pour les convaincre. Et ensuite, il y a un effet de boule de neige, mais voilà, et ça dépend aussi de la construction de nos installations, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas dire c'est bon, j'ai 10 clients de plus, je vais construire une nouvelle ferme verticale. C'est 2-3 ans de cycle entre concevoir, avoir les autorisations administratives, construire et démarrer un site de production. 3-4 ans. Donc c'est long. Alors pourquoi lever des fonds? Parce qu'on a des besoins de capitaux importants. Comme je disais, pour produire ces insectes, finalement, on fait ces fermes verticales. Ce sont des actifs. Immobilier, ce sont des murs, mais c'est des murs technologiques, avec technologie de maintien de la température dans cet élevage-là. C'est des technologies, beaucoup d'automatisme, des robots, des capteurs, et tout ça dans une très grande taille. Donc on est sur des volumes importants et donc ils coûtent des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'investissements. Donc effectivement là, on ne peut que passer par des investisseurs, des banquiers aussi pour du prêt. Et quand on démarre au début, pour arriver à ça, pour investir des centaines de millions sur des grosses installations rentables, il faut faire de la recherche et développement à perte pour tester l'idée, tester le produit chez les clients, tester les technologies de fabrication, faire des prototypes, un petit prototype, puis un plus gros, puis encore plus gros. Donc nous, on a investi plus d'une cinquantaine de millions en R&D à perte pour montrer que la technologie progressait, elle pouvait être rentable et que les clients pouvaient acheter aussi les produits derrière. Et donc ça, c'est vraiment du financement en capital risque, des fonds d'investissement qui sont dédiés à ça, qui financent des idées innovantes qui aujourd'hui ne sont pas rentables mais qui demain font la différence sur les marchés, prennent des parts de votre entreprise, deviennent co-actionnaires avec les fondateurs. Et c'est ce qu'on a eu sur quelques années. Voilà, on a fait 4 tours de table juste depuis notre création en 2014. 2012 et premier tour en 2014. Donc voilà, maintenant on est plus d'actionnaires, on est un grand nombre d'actionnaires autour de la table et chacun apporte son savoir-faire, son réseau, accès en plus de des financements. Mais c'est une nécessité quand vous êtes dans l'innovation et de production, vous avez besoin de produire avec des systèmes type usine, ferme, etc. C'est forcément assez lourd en financement
différent de certaines plateformes logicielles qui peuvent très rapidement être rentables et vous n'avez pas forcément besoin de lever des fonds. Ou alors vous en enlevez simplement pour vous développer à l'international. Je vais faire le même modèle en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis. Et je vais avoir de recruter une équipe de développeurs en plus. Mais peut-être que vous n'en avez pas besoin dans le fond. Donc voilà, nous, c'est absolument nécessaire. Parce qu'on ne pouvait pas sortir des centaines de millions comme ça. Et les banquiers ne pouvaient pas prêter autant d'argent sans preuve de concept qu'il fallait financer par du capital risque. Alors aujourd'hui, les financements d'Insect officiellement à date de ce tournage au France Digital Day aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions. On l'annoncera dans quelques jours, à quelques semaines, beaucoup plus. Donc voilà, donc je ne sais pas quand sera publié votre documentaire, mais aujourd'hui, à mi-septembre, c'est plus de 200 millions. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est donc derrière beaucoup de responsabilités. Mais d'ailleurs, c'est pour nous aider à amener des produits qui sont importants. On a mesuré qu'on avait un bilan carbone négatif sur le site qu'on a construit à Amiens, qui est en cours de construction. Ça veut dire que finalement, on réduit l'empreinte environnementale, écologique, carbone de nos clients qui produisent des poissons, qui produisent des engrais. Donc on est une vraie solution, voilà, pertinente et qui nous semble pertinent de soutenir et que les investisseurs ont fait. Mais derrière, voilà, c'est à notre responsabilité maintenant d'exécuter et de construire ces installations dans les temps, livrer nos clients dans les temps et pour montrer que l'impact est réel. Alors aujourd'hui, on est encore peu entre guillemets international parce qu'on est un site de production dans le Jura, un centre de recherche en banlieue parisienne et un site en construction à Amiens. On a un bureau à Miami aux États-Unis. Effectivement, on vient d'ouvrir avec une personne là-bas il y a quelques mois. Par contre, on vend des produits dans toute l'Europe. On a déjà vendu même jusqu'au Japon et dans quelques pays en Thaïlande, jusqu'en Afrique, dans le sud de l'Afrique également. Donc on commence à échantillonner et à vendre des produits au-delà. Mais on va vraiment s'internationaliser dans les prochains mois avec le lancement d'une nouvelle ferme verticale en dehors de la France, peut-être même en dehors de l'Europe, en Amérique du Nord. C'est encore des choses qui sont en train d'être arbitrées. Donc la vraie internationalisation, c'est à partir de 2021 pour nous. Alors, on a créé l'IPIF en 2014, mais la première idée c'est en 2012. L'IPIF, c'est l'association, on va dire, européenne des producteurs et transformateurs d'insectes. On s'est réunis parce que dès 2012, à la FAO, à l'ONU pour l'alimentation, on avait identifié que la réglementation était un frein important pour le développement du secteur parce que personne n'avait pensé aux insectes. Ce n'est pas négatif, les États européens ne voulaient pas bloquer, mais simplement ils n'y connaissaient pas les insectes. Donc il fallait créer un cadre réglementaire. Et pour ça, quand on travaille sur la réglementation, on ne peut pas être tout seul. Il faut travailler en groupe et il faut travailler avec nos concurrents. C'est ce qu'on a fait, on a commencé à 4 à l'IPIF. Aujourd'hui, on est 66 membres, à la fois des producteurs, mais aussi des centres de recherche, des fournisseurs de services et d'équipements. Et tous ensemble, on travaille pour représenter le secteur et pour continuer à ouvrir des opportunités. Il y a 2 ans, c'est ouvert le marché des poissons qui n'était pas autorisé, d'ouvrir des saumons et des truites ou des barres et dorades européennes. Aujourd'hui, ils sont en discussion au niveau de la Commission européenne et du Parlement, l'alimentation des porcs et des volailles qui ne sont pas encore autorisés. Il faut créer ce cadre et on espère dans les 1 an, au maximum 2 ans, ce sera le cas. Donc, pour juste être plus fort, pour peser, pour montrer aux législateurs que s'ils font évoluer la réglementation, ce n'est pas juste pour faire plaisir à une entreprise, c'est pour faire plaisir à un secteur, entre guillemets, enfin plutôt pour aider un secteur à se développer qui va créer derrière des milliers d'emplois, qui va générer des centaines de millions, voire plus de milliards de revenus, qui vont donc payer des taxes localement aux États, aux régions, en local, donc qui vont créer de la valeur pour les États, pour les régions et qui vont créer de l'emploi aussi localement. Donc ça, c'est ça qu'il faut expliquer. Ça ne peut être qu'une démarche collective quand on parle de réglementation. Et après, l'IPIF, c'est aussi de la communication, juste communiquer, expliquer ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est que cette filière-là, et démontrer jusqu'aux grands consommateurs européens ce que c'est que la production d'insectes, pourquoi c'est pertinent et pourquoi ça peut contribuer à l'alimentation de demain. Mon état d'esprit, c'est toujours optimiste, mais réaliste sur les difficultés, ne pas les nier, mais être vraiment ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à être un champion français ou avoir une vision de construire pour nous une première unité. Notre vision, nous, les mondiales, les premiers jours, c'était on sera le leader mondial de notre secteur. Il y a quelque chose de nouveau à créer parce que c'est qu'en étant très grand qu'on aura un maximum d'impact pour l'environnement. Et nous, c'est notre ADN, on est là pour... on a construit la boîte avec mes associés pour avoir un impact positif sur la planète. Donc pour ça, il faut avoir une très grande ambition. Et l'alimentation, c'est le marché de base le plus important. Boire et manger, c'est ce qui est le quotidien à 6-7 milliards de personnes sur Terre. Et donc, il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Voilà, c'est ça ne pas avoir peur. Et enfin, en France,
On a un peu peur de ça, mais ça change avec l'état d'esprit de beaucoup de startups qui osent. Et les Américains ont toujours beaucoup plus osé, les Chinois aussi osent beaucoup, les Anglais, les Suédois, qui ont créé des entreprises absolument incroyables. Et il n'y a pas de raison qu'en France, et qui sont grandis très rapidement ces dernières années, qu'on ne puisse pas faire pareil. On a fait ça au siècle des Lumières jusqu'au 19e et au début du 20e. On a créé des géants mondiaux dans l'environnement, dans les déchets, dans la banque, dans le luxe, dans l'aéronautique. Pourquoi on ne pourrait pas créer aujourd'hui des nouveaux leaders de demain? Et donc voilà, il ne faut jamais avoir peur, et c'est ça, être fondamentalement optimiste, mais réaliste sur la réalité du quotidien. Des échecs, on en fait régulièrement sur la façon dont on gère des projets en interne. Aussi, parfois on se trompe dans les personnes qu'on recrute. Ça arrive parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment quel type de profil on veut recruter et puis on structure mal l'offre d'emploi et puis finalement, en fait, ce n'était pas tout à fait ce qu'on cherchait. Donc, c'est vu que on perd du temps finalement. À la fois, le candidat a perdu du temps, on a perdu du temps. Mais en même temps non, parce qu'on a pu mieux comprendre ce qu'on voulait. Lui aussi s'est fait une expérience, mais donc voilà, c'est pas fondamentalement des gros échecs. On a raté des opportunités, je voudrais dire. Si on est là aujourd'hui à nos stades, c'est qu'on n'a pas eu fondamentalement des gros échecs. On a fait des erreurs d'appréciation parfois dans nos relations avec nos équipes, avec nos investisseurs, avec nos clients, mais on n'a pas fait des énormes échecs. Donc on apprend de ces erreurs d'appréciation. Le but, c'est de ne pas répéter plusieurs fois des erreurs dans le pilotage de l'entreprise, dans la façon de gérer les finances, les équipes, les projets. Voilà, mais je n'ai pas d'exemple majeur de blocage, mais il faut surtout capitaliser dès que vous sentez que vous aurez pu faire mieux. Il faut être capable de prendre le recul et réanalyser pourquoi il y a eu un problème et surtout être capable de ne pas faire 2 fois justement cette erreur d'appréciation. Alors, gérer une vie d'entrepreneur, une vie familiale, c'est jamais simple. Le début, quand on crée l'entreprise, on est vraiment à 200-300%. J'avais finalement à ce moment-là, même en étant avec ma compagne, on n'avait pas encore d'enfants. C'est peut-être aussi un moment où c'était peut-être un peu plus souple. Mais en grandissant l'entreprise aussi, on se structure. Et moi, j'ai eu beaucoup de directeurs expérimentés qui ont rejoint l'entreprise sur lequel j'ai pu déléguer. Ce qui est clé, c'est que les dirigeants, les fondateurs et le président, le directeur général doivent déléguer et ne pas garder tous les sujets, faire confiance. Et en faisant ça, on se détache d'un certain nombre de choses. On reste sur l'essentiel, le management des équipes, la relation avec les investisseurs, la relation avec les parties extérieures. Enfin, vraiment faire le lien entre l'externe et l'interne constamment quand on est à ce rôle-là. Mais derrière, cette délégation suffisante permet de garder une vie. Moi, le matin, je pose mes enfants à l'école. Le soir, je les vois avant d'aller se coucher. Je passe mon week-end avec eux. Parfois, j'ai des coups de fil le week-end. Parfois, j'ai un peu de boulot le week-end. Mais j'arrive à avoir une vie équilibrée, prendre des vacances. Bosser un peu pendant les vacances, mais pendant les grandes vacances, arriver comme à couper pendant quelques jours pour de vrai. Donc, c'est possible. C'est pas toujours facile dans les périodes de levée de fonds, c'est très compliqué, c'est 200-300% et c'est plus dur d'avoir du temps effectivement personnel. Mais dans un temps un peu plus normal, on doit être capable de le faire. Mais pour être capable, il faut savoir déléguer et faire confiance à ses équipes. C'est un vaste sujet, l'agriculture du futur. On pourrait en parler des heures et des heures avec des agriculteurs, des associations, des consommateurs, des industriels. Enfin, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. C'est comme on va produire plus avec moins, grosso modo, plus qualitativement dans nos pays, plutôt en Europe. On a tout ce qu'il faut en termes de quantité, plus en quantité dans certains pays où il y a des accès qui sont plus difficiles, où le climat ne permet pas de produire suffisamment. Mais avec moins, c'est avec moins moins d'émissions de carbone, moins de pollution agricole, on parlait toujours des nitrates, moins de pesticides, on parlait encore récemment des néonicotinoïdes, voilà, moins d'engrais chimiques. Comment on peut être encore plus efficace, faire cette intensification agroécologique, un courant qui s'est développé ces dernières années. Donc ça, c'est le vrai enjeu, faire plus avec moins. Et derrière, là-dedans, moins de gaspillage alimentaire, des nouvelles ressources, des nouvelles protéines comme les algues, comme les insectes qui contribuent en étant assez efficaces, soit pour l'alimentation humaine, soit pour boucler des cycles, pour nourrir plus efficacement les animaux, mais en complément d'autres ingrédients déjà existants, d'autres protéines végétales. En Europe, il faut produire plus de protéines végétales. Donc il y a énormément de choses depuis ce qui se passe au niveau du paysan, de l'exploitant sur sa parcelle, l'agriculture de précision, l'utilisation de drones, l'utilisation minutieuse de l'agriculture de précision sur les intrants qu'il utilise, le moindre intrant possible, avec peut-être des conversions plus larges au biologique. Mais pour ça, il faut que ce soit toujours aussi utilisé et consommé par le consommateur final, c'est-à-dire consommable en prix. Et on ne peut pas devenir un pays qui ne produit que pour les 5 ou 10% les plus riches en France. On doit pouvoir produire pour toutes les assiettes et tous les porte-monnaies
Et quand on fait que des paniers à 10 € au supermarché par semaine pour une famille de plusieurs personnes, on ne peut pas acheter du bio, on ne peut pas acheter, on est dans l'ultra efficace. Donc il faut être capable aussi d'adresser ça et de faire du qualitatif aussi pour ces consommateurs-là qui sont majoritaires en France, ils sont majoritaires en Europe. Donc on ne peut pas être dans une démarche excluante uniquement sur l'extrême bio superlatif. Donc ça va être finalement le plus grand enjeu, c'est d'être capable de faire la qualité pour tous, la qualité sanitaire, la qualité nutritionnelle et la qualité environnementale accessible à tous les foyers. Ça pour moi c'est le plus grand enjeu. La technologie fera partie des réponses, pas que les modes de consommation, les habitudes alimentaires et les insectes, parmi d'autres sujets, seront une brique essentielle. Il ne sera qu'une seule brique. Nous, c'est vraiment, on a créé cette entreprise pour ça, en pressentant que les insectes allaient être une très bonne réponse et incontournable, comme dans les énergies renouvelables. On a le solaire, l'éolien, la biomasse. Nous, on va être un élément du renouvelable alimentaire. On a fait des bilans, ça s'appelle les analyses de cycle de vie, qui sont exhaustives, permettant d'évaluer tous les impacts sur le bilan carbone, mais aussi l'impact sur l'eau, sur l'air, etc., sur la biodiversité. On a montré en tout cas qu'on avait un bilan carbone, on aurait un bilan carbone négatif. On aura sur le site d'Amiens, quand il y a une construction, cette ferme verticale, parce qu'on émet du carbone certes, mais on en évite encore plus et on séquestre du carbone dans le sol avec notre engrais qui retourne dans le sol comme fertilisant. Donc le bilan global est négatif. Et donc, on arrive finalement à contribuer à réduire les émissions globales du cycle alimentaire. Donc ça, c'est une vraie réponse. Et finalement, plus on construira de fermes verticales, plus on contribuera à cette réduction du carbone. Mais encore une fois, on ne sera qu'une petite partie du problème. Il y en a beaucoup d'autres à voir. Et notamment dans tout ce qui est transport et énergie, il y a beaucoup plus à faire finalement que dans l'agriculture en termes de bilan carbone. À tous les étudiants, n'hésitez pas à vous lancer, vraiment, il ne faut pas avoir peur. Il y a tellement d'enjeux liés aux grands enjeux sociétaux, environnementaux, climatiques, biodiversité. Il y a tellement de sujets. Réfléchissez-y, réfléchissez avec des copains, des copines et essayez de monter des projets. Et des projets qui répondent à ces grands enjeux-là, pas que des projets, on va dire, qui vont être sur des plateformes ou des services internet qui sont intéressants, mais qui ne sont pas forcément à répondre à des besoins fondamentaux de la société d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vous encourage, il y a tellement de problèmes finalement dans le fond, donc qui sont derrière tellement de possibilités de solutions à créer en groupe, de projets, de groupes de fondateurs, de fondatrices. Donc il faut surtout ne pas avoir peur et vraiment oser se lancer après l'école, après la fac ou quelques années après, ne pas hésiter et pas trop tard parce que plus on attend, plus on a des responsabilités, plus on a une famille, plus on a des prêts immobiliers, plus c'est compliqué à sortir. Je vois des amis aujourd'hui qui ont près de la quarantaine et pour qui c'est plus difficile de se lancer. Donc n'hésitez pas à le faire tôt, juste à la sortie de l'école ou quelques années après, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. C'est là que vous aurez le plus d'énergie. Un grand bravo à Genius pour tout le travail que vous faites pour sensibiliser les jeunes étudiants à devenir entrepreneurs, parce qu'il y a tellement de sujets et de problématiques dans le monde qui méritent des solutions qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs et de plus d'entrepreneuses. Donc bravo à vous et continuez.